Madame, mademoiselle, monsieur, je ne sais pas la combien, peut-être la 100e émission à contre-temps. Le temps passe vite. Nous avons dû passer sur la planche des sujets d'actualité, de société, de culture, de musique avec Christian, et puis l'équipe, la Dream Team de Rêve avec Daniel. Bonjour madame. Bonjour à tous et toutes, tous ceux qui nous écoutent. Ravi de vous retrouver. Un petit coucou au Festival de Fort-de-France qui continue et qui se termine dans la semaine avec une Jazz Night samedi soir qui promet vraiment d'être pas mal. Et puis un Carnaval des Arts dimanche toute la journée. Donc il y a de quoi. Emmanuel ? Oui, bonjour Gérard, bonjour tout le monde. Ravi encore une fois d'être avec vous. Et puis on met le pied dans des vacances qui approchent, donc ça nous met de bonne humeur. Oui, avec les touristes qui viennent, les embouteillages. Eddie, ça va? J'adore. Ça va, Eddie? Ça va bien. Je suis très content d'être avec vous. Ça me manque. Ça me manque parce que... Nous sommes à ta disposition pour te voir tous les jours. Malheureusement, je ne peux pas. Toujours présent et encore très heureux d'avoir Eddie à ma gauche, quoi. Parce qu'en général, il m'inspire. Je vais faire un petit clin d'œil probablement à la ville de Fort-de-France parce que je viens de passer près de la savane et j'ai vu beaucoup d'installations de jeux pour les enfants. J'ai vu beaucoup d'enfants qui étaient là. Et je pense que c'est vraiment très important. Je pense que beaucoup de communes font ça aussi parce que les enfants, c'est le principal sujet, à mon avis, de la Constitution de demain. Et les intégrer dans la culture, les encadrer pendant les périodes de vacances, ça me paraît très, très, très bien. Voilà. Nous avons un nouveau ministre, Philippe Vigier, comme vous le savez. On ne va pas gloser énormément sur la question. Moi, je me demande ce qu'on pouvait reprocher à Karenko, qui était tranquille, qui était serein, qui ne provoquait personne, qui ne lançait pas d'anathème, de menaces de si vous voulez l'autonomie, il faudra que vous subveniez à vos besoins, enfin un petit peu pépère. Il faut voir qu'il y a d'autres choses que notre tranquillité et notre sérénité qui préoccupent ces gouvernants. Par contre, il y a une chose dont il faut absolument que nous parlions, c'est ça, je vais un petit peu lancer le débat, c'est la question du SIOM. Est-ce que les mesures sont suffisantes, insuffisantes? On a commencé à en parler un petit peu avant l'émission. Je ne vais pas anticiper sur ce que vous allez dire. Tout le monde va se prononcer en quelques mots, en fait, puisqu'il y a 72 points qui ont été acquis. En tous les cas, ce que je veux signaler quand même, c'est la position de M. Letchimy qui pourrait-on croire, aurait été déçu, c'était mon analyse, et qui préparait un petit peu sa déception, avec les coups de menton qu'il y avait avant sur la question du port, etc. Sur la question du port, pendant qu'on y est, il nous a précisé, sans que ça soit acté, dans les 72 dispositions que M. Darmanin est venu dire spécialement, que la gouvernance du port sera modifiée, sera changée. Ça fait partie des points, des interrogations. Il a estimé que dans l'ensemble, il est satisfait des dispositions qui ont été prises, mais qu'il va tout de suite s'atteler. Il a convoqué pour le 28 juillet, je crois, le Congrès. Il va s'atteler à non seulement appuyer très fort sur les points qui ont été abordés, puisque pour l'instant, ils ont été abordés, actés. Le mot est peut-être plus juste. Et surtout, au-delà de ce qui était acté, voir où il y aurait une nécessité de réforme constitutionnelle. Là, il ne lâche pas le morceau. Pour lui, c'est le deuxième acte de ce qui doit se passer. L'ensemble du groupe, là, le groupe des 6 ou 7, les ultramarins, les présidents d'exécutifs de chacun des territoires d'outre-mer, ils ont effectivement salué les décisions qui ont été prises et ils ont expliqué que tout ça doit être traduit en décret et en loi. Ben oui, c'est évident, puisque pour l'instant, alors le dispositif est assez original. J'en discute avec Daniel un peu techniquement. Alors, ce sont des idées fortes, actées, qui devront ensuite être distribuées en décret, loi, règlement. Et puis, comme je vous l'ai dit à l'instant, M. Letchimy ajoute en réforme constitutionnelle et à l'évidence. Donc, c'est une sorte de balai à plusieurs. Une sorte de corps de ballet qui va se développer les mois prochains. Il faudra que nous soyons attentifs. Monsieur Marajo, je souhaite votre avis sur cette question et puis à tout le monde. On commence par vous. Oui. Alors, tu as souligné le paradoxe identifié par le microcosme sur la réaction de Serge Letchimy. Bon. Alors, Serge Letchimy dit pourquoi il est content. Donc, il cite les mesures qu'il avait lui-même proposées et il dit, on retrouve mes mesures dans ce qui a été. Mais moi, je voudrais souligner davantage
le mécanisme qui conduit un certain nombre de députés, d'élus, à dire qu'encore une fois, ils se sont fait avoir. Et moi, je partage ce sentiment-là. Mais il faut l'expliquer. Il faut dire pourquoi on ne sera jamais content. Et je vais essayer d'imager ça. Imaginez que le gouvernement français, ça soit un agriculteur qui cultive un champ. Et dans son champ, il a 2 parcelles. Une parcelle gigantesque dans laquelle il fait du maïs, et puis des petites parcelles où chaque fois, il a 2 ou 3 plants. Et l'outre-mer, c'est ça en fait. C'est 3 orangers, ça c'est la Martinique, 3 avocatiers, c'est la Guadeloupe, etc. Et ce qui contraint un gouvernant, c'est la notion même de synergie. C'est-à-dire que quand il applique des mesures sur les 3 orangers, elles ne peuvent pas impacter de manière durable les autres, y compris la parcelle de maïs. Ouais. Et l'inverse est vrai, c'est-à-dire que quand il traite sa parcelle de maïs, il n'a pas d'impact sur les 3 orangers. Donc en fait, l'idée c'est, est-ce que globalement, au bout d'un moment, le cultivateur en a marre encore. Parce qu'il a beau traiter les 3 petits orangers, etc., ça ne produit pas. Okay, donc son idée, c'est de dire, bon, et si je foutais les 3... il a le choix entre mettre les 3... Donc couper la tête des orangers, mettre du maïs à la place des orangers, c'est-à-dire faire un copier-coller, et puis coller tout ça de manière dans un ensemble sans prendre en compte les particularités de la parcelle où il y avait des orangers. Ça, c'est le premier choix. Ou le deuxième choix, c'est de couper ça et de vendre le terrain. Vous voyez ? De baisser les bras. Non, de se séparer. Oui, de se séparer, le truc, et les emmerdements qui vont avec. Bon. Et donc, cette espèce de danse permanente de choix qui dure depuis des siècles, c'est ce à quoi ce gouvernement et ceux qui l'ont précédé et ceux qui vont lui succéder se heurtent. Donc, notre problème, c'est que nous, on ne fait pas le choix à la place de celui qui devrait faire le choix. Or, nous devrions faire ce choix. Mais à force de ne pas expliquer ce que ça a comme conséquence et surtout comme intérêt, ben, on se maintient dans ça. Mais ça va être une catastrophe. Ça va être une catastrophe à terme. C'est-à-dire que ne pas prendre des mesures fortes, radicales, quelles que soient leurs conséquences, on va dire ça comme ça, va mener de toute façon à une catastrophe. Parce que l'illustration la plus parfaite, je vais donner un exemple de mesure radicale qui aurait dû être prise. Une mesure toute simple. Les collectivités locales martiniquaises, guadeloupéennes sont structurellement, depuis très longtemps, faibles, tout simplement parce que le gouvernement n'a pas mis en place un régime d'exception pour des territoires faibles. Donc, elles ont répondu à une demande sociale majeure, elles ont embauché des gens, mais sans en avoir les moyens de les payer. Okay, donc, ça a mis leur structure financière en situation catastrophique, mais pour des siècles. Okay. La ville de Fort-de-France a un endettement de 200 millions d'euros. Comment une ville comme ça fait pour rembourser ça ? C'est impossible. Donc, l'une des mesures fortes, c'est de dire, écoutez, on efface ça. On a bien effacé des dettes de pays tiers. Non seulement des pays tiers, mais des grandes entreprises françaises. Oui. EDF. Ouais. Bon, on a effacé ça, on a fini ça. Et repartir sur des choses beaucoup plus strictes, beaucoup plus saines, et puis surtout aider. On entend tout le temps plan marche. Mais c'est où ça ? C'est où dans le SIOM ? Et ça permettrait de mettre tout de suite des choses sur un plan qui soit beaucoup plus efficace. C'est l'une des mesures. Et aucune des mesures qui figurent dans ce SIOM n'a cette fonction de redistribuer les 40. La stratégie, dit Gilbert Pagot, de M. Letchimy et des autres, s'appuie sur le poids des élus pour provoquer la sagesse supposée du colonialisme pour obtenir l'application de principes fondamentaux, droit à la différence et à l'égalité, dont le contenu concret reste vague, c'est ce qu'on énoncé de bons principes, qu'il faut mettre en œuvre. Moi, je suis moins pessimiste que il dit. Cette stratégie ne s'appuie pas sur la mobilisation des masses qui n'ont pas été associées à la définition des contenus et des tactiques. L'action des dirigeants reste les conciliabules, petites discussions de couloir prévues au SIOM. Alors,
je donne mon opinion et je vous passe la parole. Mon opinion est que M. Letchimy avance avec, et les autres, pourquoi focaliser sur Letchimy, avance avec le niveau de conscience, le niveau de mobilisation, le niveau de conscientisation du peuple, de la population. Et qu'est-ce qu'il fait? Il avance par petits pas. Demande la formule de Césaire, petit pas, et... pas gagné. À gagner, etc. Et c'est pour ça qu'il dit il ne peut faire que comme ça, en disant qu'il y a une deuxième étape, c'est que où ça va achoper, on va y venir. Donc ça n'est que reportable plus loin. La solution, on te dit, il faudra mettre les choses sur la table. Je vous passe la parole. Madame Marceline, à vous. Oui, déjà, M. Letchimy dit le SIOM a répondu à des questions que les élus ont fait remonter au gouvernement. Donc, par conséquent, le mouvement n'était pas le gouvernement qui, dans son coin, réfléchit, mais des élus qui ont fait remonter un certain nombre de demandes et le SIOM y répond. Je prends des exemples très concrets et d'ailleurs la démarche du gouvernement était de dire les questions de sécurité institutionnelle, on y répondra après. Pour le moment, ce qu'on voudrait répondre, c'est comment améliorer la situation quotidienne et concrète, lorsqu'on parle de l'eau, lorsqu'on parle de l'accès aux soins. Et ça, donc par conséquent, les questions, ce sont ces réponses-là qui ont été apportées. Il ne me paraît pas inintéressant de penser à améliorer la situation quotidienne des personnes en matière de transport, puisque maintenant, comment ça va se traduire? Je suis d'accord avec toi. Maintenant, tout l'intérêt, c'est de savoir comment ça va se décliner en loi, décret ou règlement pour pouvoir effectivement arriver à cette amélioration programmée. Excusez-moi, chère madame. Monsieur Emmanuel de Rhinal. J'avais fini. Et monsieur Boutan, il vous reste 3 minutes. Oui, alors le SIOM a... D'abord, la thématique du SIOM, c'est l'emploi et la vie chère. Donc, il ne faut pas oublier qu'il y avait une thématique qui encadrait les réflexions. Or, il semblerait que beaucoup des mesures ne soient pas directement des mesures qui alimentent cette thématique. Au bien-être, le bien-être. Oui, mais il y a quand même un titre du SIOM. Le noyau. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on peut se féliciter du mécanisme du SIOM, qu'une logique interministérielle se penche dans un temps sur les problématiques des Outre-mer. Je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Et moi, je trouve plutôt bien que ces rendez-vous se renouvellent à fréquence régulière. Donc, l'année prochaine, il y en aura un deuxième, etc., etc. Donc ça, c'est plutôt une démarche qui peut accélérer la mise en place d'une coopération des territoires avec l'État, ce qui, à mon avis, est un point qui doit être amélioré. Le troisième point qui, à mon avis, reste à améliorer fondamentalement, c'est la coopération interne dans chaque territoire entre les acteurs économiques et les élus, pour que c'est de ce fruit de coopération que doivent remonter des propositions au SIOM. Et ça a manqué. Et je suis assez d'accord avec Eddy quand il dit qu'il y a eu des mesures qui ont été annoncées, mais il n'y en a pas vraiment de révolutionnaires qui embarquent la grande problématique, notamment de l'emploi dans les Outre-mer. Je regrette notamment que la notion de zone franche globale et sociale n'ait pas été apportée au SIOM, alors que les acteurs économiques la défendent. Donc c'est là qu'on voit qu'il y a un manque de coopération locale entre nos élus locaux et nos acteurs économiques locaux. Mais ça, c'est pas le SIOM. Pour porter une vraie proposition qui change la donne. Ça, c'est nous-mêmes. Oui, c'est voilà, mais c'est important de le noter, parce que le SIOM, c'est aussi ça. Voilà. L'essentiel a été dit. Moi, ce que je veux dire, c'est que, bon, effectivement, le SIOM dialogue. Dès lors qu'il y a dialogue, c'est important, c'est essentiel. Deuxièmement, c'est vrai qu'on peut être étonné au moment où il y a le SIOM, Karenko s'en va. Parce qu'en quelque part, on pourrait considérer qu'il était imprégné, d'une part par son expérience, je crois qu'il était préfet de la Guadeloupe, et puis par le sens qu'il avait, semble-t-il, du dialogue. Donc c'est ça qui est un peu, qui m'interpelle. Dernier point, je ne sais pas si je vais parler de ça, mais le problème de la santé en Martinique, c'est vraiment très important. Il y a un point dessus, parce que je sais que les hôpitaux ont des difficultés extraordinaires, il y a beaucoup de médecins, de professeurs qui crient, qui tirent la sonnette d'alarme, et ça me paraît très très important. On a pris plus de 15 minutes sur ça, donc vous avez compris que vous avez raboté sur le temps imparti à M. Bouton. Vous parlez de la musique, à la fin de l'émission. Un deuxième sujet, taxer les produits de luxe, une bonne mesure pour le climat. Oui, d'accord. Alors, on pourrait se demander si ce n'est pas une fausse bonne idée, parce que je dirais, il faut se poser la question de savoir le climat, quelle est la cause de à quoi on assiste. On assiste à un réchauffement
due à une augmentation des gaz à effet de serre. C'est ça l'explication. Donc, par conséquent, en fait, il faudrait se poser la question comment diminuer la production de gaz à effet de serre. Et lorsqu'on regarde les différentes possibilités, il faut en fait réduire la consommation d'énergie fossile, c'est-à-dire gaz, charbon, pétrole. Donc, ça veut dire au niveau des transports, au niveau de toute l'énergie qui est utilisée dans le fonctionnement d'une économie. Et pourquoi ? Bon, ça a été tenté. On montre, on dit les ultra-riches, ils prennent des jets. OK, on les taxe. Mais est-ce qu'ils vont cesser de prendre des jets ? Donc, même s'ils sont pénalisés, le problème va demeurer. Parce que s'ils sont ultra riches, ils auront la possibilité de payer. Donc, peut-être qu'il faut voir la problématique différemment, puisque, outre la question de la production de ces énergies fossiles, il y a la déforestation, il y a l'élevage intensif, qui fait donc référence à un mode de vie qui est un mode de vie, certes, plus occidentale que des pays en voie de développement. Donc, taxer les produits ne me paraît pas forcément une solution au problème. Peut-être faudrait-il s'orienter vers une solution bonus-malus pour les entreprises, selon quel soit leur secteur d'activité. Si elles sont dans les énergies renouvelables, par exemple, elles pourraient avoir un bonus. Si elles sont dans les énergies fossiles, elles pourraient avoir un malus. Peut-être que ce serait ça. Mais enfin, personnellement, je ne suis pas du tout convaincue que taxer les produits... Je rappelle que quand le gouvernement français a voulu taxer les carburants, ça a donné la crise des Gilets jaunes. Absolument. Le Parlement européen adopte la loi de restauration de la nature. Qui est-ce qui sont concernés par ça ? Je pense que c'est toi, mon ami. C'est moi. Oui, effectivement, en 2022, le Parlement européen a pris cette orientation qui est jugée très contraignante. Parce qu'on va entrer dans le vif du sujet. Déjà, il faut savoir que... Alors, je reprends quand même l'objectif. Hein. Oui. L'objectif, c'est restauration des terres et des espaces marins abîmés par la pollution ou l'exploitation intensive. Hein. Donc, il faut réparer les écosystèmes qui y sont liés et qui sont abîmés par l'activité humaine. 330 députés ont voté pour. 300 ont voté contre. Ouais. On ne peut pas dire qu'il y a une grosse majorité. 13 abstentions. Ouais. Vous voyez ? Alors, d'un côté, les écologistes, la gauche dite progressive, a demandé bien évidemment que tout ça soit mis en place. Des scientifiques également, puisqu'il y a 3000 scientifiques qui ont signé pour pouvoir faire en sorte que ce dispositif de réparateur soit mis en place. De l'autre côté, les agriculteurs, les lobbies industriels de la production agricole, mais aussi une partie de la droite européenne, ils n'étaient pas pour. Donc il y a un gros combat. Évidemment, il y a des intérêts économiques colossaux. Vous vous rendez compte de les manques de chiffre d'affaires, mais l'équilibre de la terre est quand même essentiel. Alors dans le concret, les États doivent s'engager à faire en sorte que d'ici 2030, 30% des espaces concernés, espaces terrestres et espaces maritimes, soit restauré. Et en 2040, 60%. Donc c'est un défi qui est colossal, mais qui rentre dans la problématique que nous posons tous les jours, qui est comment créer les conditions optimales d'une stabilité, si vous voulez, anti-pollution écologique pour préserver la planète. En précisant que ça s'applique aux territoires concernés par l'Europe. N'est-ce pas ? En plus, la Martinique serait-elle incapable de bien utiliser les fonds européens ? Je vais confier ça à quelqu'un de très pondéré, de très tranquille, qui est M. Emmanuel de Rênal. Sujet sensible. Alors, je pense qu'il faut déjà rappeler ce que c'est que les fonds européens. Alors, les fonds européens, c'est en réalité, c'est en quelque sorte un fonds de solidarité, puisque ce sont les cotisations des 28 États de l'Europe en faveur des régions pour leur permettre d'investir dans des équipements, dans des développements en ligne avec les grands objectifs de l'Europe. Et alors, je parle de solidarité parce que les Outre-mer qui pèsent 1% de la population européenne captent 20% des fonds européens. Ça veut dire que nous bénéficions de 20 fois plus de fonds européens que n'importe quel autre territoire d'Europe. Il faut le rappeler. Alors, ces fonds européens se répartissent, je vais faire très simple, en 3 grands blocs. Il y a ce qu'on appelle le fonds FEDER, qui est le fonds le plus important, qui finance les équipements, les investissements. Il y a le FSE, qui finance plutôt des choses liées à l'humain, donc la formation, l'emploi, des choses comme ça. Et puis le fonds FEADER, qui finance l'agriculture, le développement rural notamment.
Donc voilà, ces 3 grands fonds, ça pèse, quand on réunit tous ces fonds, ça pèse 780 millions d'euros. Aujourd'hui, pour la Martinique, sur une période de mobilisation comprise entre 2014 et 2020, avec 3 ans de consommation en plus, donc qui arrive à son terme à la fin de cette année-ci, donc fin 2023, donc 9 ans, si je rajoute le temps de consommation. Et que constatons-nous à 6 mois de la clôture de cette séquence de 9 ans? Eh bien, on constate que la moitié des fonds européens ne sont pas consommés. C'est une réalité. Ça a été annoncé lors du colloque européen qui s'est tenu à Madiana par les parlementaires, enfin les commissaires européens eux-mêmes. Donc il y a un vrai problème de consommation, même si ils ont été mobilisés à 115%, ce que dit d'ailleurs Serge Letchimy dans un communiqué qu'il a fait. Précise-nous, est-ce que cette réponse est recevable? Oui, elle est juste. Il a raison dans ses chiffres. La collectivité a mobilisé 115% des fonds disponibles, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le ratio indiqué par l'Europe, le ratio moyen de taux de mobilisation est de 200%, pour pouvoir espérer consommer 100%. C'est ça la vérité. Donc on est quand même très en deçà du bon ratio de mobilisation. Et que deviennent les 100% qui ne sont pas consommés? Alors, le risque auquel on est confronté, c'est que ces 300 millions d'euros, c'est de ça qu'on parle, repartent en Europe et donc abandonnent notre territoire. Alors, j'aimerais quand même, si tu me laisses encore un petit peu de temps, essayer de comprendre pourquoi, parce que c'est important d'essayer de savoir où est-ce que ça bloque, pourquoi la Martinique n'est pas parvenue à consommer tous ces fonds européens. Je vois 3 raisons. La première, alors, il faut comprendre qu'en 2014, avant 2014, les fonds européens étaient gérés par l'État. Oui. Alors, comment ça se passait concrètement? Les dossiers arrivaient en préfecture et la préfecture dispatchait les dossiers à différents services instructeurs en fonction de l'activité des entreprises. Donc, il y avait 5 ou 6 services instructeurs qui étaient totalement autonomes, spécialisés et qui traitaient une partie des dossiers qui arrivaient. Aujourd'hui, depuis 2014, les régions de France ont repris l'autorité de gestion des fonds européens et en Martinique, la CTM, au passage... C'est ce qu'on appelle le GIP, c'est ça? Non, le GIP, c'est autre chose. La collectivité a repris donc, la gestion des fonds européens au moment même où elle devait gérer la fusion de ces 2 assemblées. Donc vous imaginez la complication dans laquelle elle a pris en charge ce dossier majeur, avec un effet qui, à mon avis, l'effet principal qui explique le problème des fonds européens, c'est ce qu'on appelle un effet d'étranglement. Parce qu'auparavant, il y avait 5 ou 6 services qui traitaient des dossiers. Aujourd'hui, il n'y en a qu'un seul. C'est le service de la CTM. Donc forcément, ce service, malgré toute sa bonne volonté, se retrouve avec une charge de traitement de dossiers très éparpillés dans les compétences, parce qu'il y a des dossiers agricoles, des dossiers touristiques, des dossiers industriels, et bref, se retrouvent sur le même bureau, et donc là, ça commence à s'embourber et à coincer dans le circuit. Ça, c'est la première explication, cet effet d'entonnoir. La deuxième explication, c'est un peu le corollaire, c'est que ce sont des dossiers tellement complexes, parce que l'Europe exige un niveau d'expertise qui augmente chaque jour, puisque les lois augmentent, les règlements changent, donc on est dans une perpétuelle avancée des complications. Et là, aujourd'hui, nos services locaux ne parviennent pas à se mettre à niveau en termes d'expertise. Il y a un décalage d'expertise. Et puis le troisième niveau, qui est un peu plus polémique, mais il faut le citer quand même s'il n'est vrai sans doute que partiellement, il y a chez certains une suspicion de traitement idéologique de l'usage des fonds européens. Je fais référence notamment à une déclaration qu'on a entendue. Pour le porc? Non, pas pour le porc. Pour la banane. On a quand même entendu un conseil exécutif dire de manière publique « Je préfère que les fonds européens repartent plutôt qu'ils viennent servir les intérêts du secteur de la banane ». La logique économique, là-dedans, je ne la vois pas vraiment très clairement. La logique idéologique, je l'aperçois. Et la deuxième chose aussi qui pose problème, et ça a été mis en exergue lors du fameux colloque qui s'est déroulé le mois dernier à Madiana, un commissaire européen qui dit
qui prend la parole pour dire ceci à l'Assemblée qui était devant lui, conscient des difficultés des différents territoires d'outre-mer de consommer leurs fonds européens et de résorber leurs dossiers pour pouvoir être au rendez-vous de décembre 2023, nous proposons, nous, Europe, de vous mettre à disposition des équipes techniques pointues dans chaque territoire pour vous aider à traiter ces dossiers. Cette proposition a été faite il y a à peu près 1 an. Dans la seconde où elle a été faite, la Guyane a dit « banco, je veux », la Guadeloupe a dit « banco, je veux », la Réunion a dit « banco, je veux ». La Martinique n'a toujours pas répondu. Moralité, et ça c'est une réalité, à l'heure où l'on parle aujourd'hui, les programmes d'organisation, les programmes opérationnels de l'Europe à venir, c'est-à-dire 2021-2027, sont opérationnels, sont ouverts en Guadeloupe, en Guyane et à La Réunion, pas en Martinique. Aujourd'hui, on ne peut toujours pas déposer de dossier sur les programmes à venir. Donc ça vous montre qu'il y a un problème de coopération qui ne s'est pas établi. Bon, voilà. J'espère qu'on t'entendra. Mais une question, je reviens quand même sur ça, parce qu'il est dit que dès juillet 2021, il est dit par la collectivité, il s'agissait pour la nouvelle mandature de rattraper le retard qui avait été accumulé dans la programmation des dossiers du fait notamment du démantèlement du GIP Europe. C'est quoi ça, le GIP Europe? Le GIP, c'est une organisation qui avait été mise en place et que c'était, je pense, une bonne idée, qui avait été mise en place à la première mandature par Serge Letchimy avant 2015, si ma mémoire est bonne, qui consistait en fait à réunir en fait les équipes techniques de l'État pour venir en appui de l'activité de la région. Ça a été démantelé par l'équipe d'Alfred Marie-Jeanne, et je pense que là il a fait une erreur parce qu'il a cassé un outil qui commençait à fonctionner au moment même où il était prisonnier dans la gestion d'une fusion. Il n'y a pas de position majeure, parce que M. Letchimy avait accepté le GIP. Je ne défends pas M. Letchimy. Encore que pourquoi pas, si j'ai envie de le défendre, c'est un grand homme. Oui, d'accord. Emmanuel. Eddie. En fait, le paradoxe absolu de ça, c'est que la Martinique est quand même la région qui a le plus avancé dans la consommation des fonds. C'est ça qu'il faut dire. Et donc, effectivement, la Guadeloupe, mais les instances européennes disent, malgré tout, le niveau de consommation sur les DOM est très en retard. C'est-à-dire que tout le monde est très en retard. Okay, et puis, il faut quand même souligner un truc qui est un élément, entre guillemets, géopolitique, c'est qu'il y a eu la crise de 2020, 2021, 2022, les dossiers ont été totalement bloqués. Et les gens qui avaient déposé des dossiers, même si on suralimente le taux de réservation des fonds, on va dire ça comme ça, de programmation, les gens ont abandonné leur projet. Un type qui avait eu, beaucoup ont abandonné leur projet. Un type qui avait eu une autorisation, on lui dit « Ok, vous aurez des fonds européens », et il a dit « Bon, les mecs, moi je suis fatigué, j'ai attendu trop longtemps, au revoir, j'arrête ». C'est très important ce que dit Eddie, parce que c'est vrai, à l'époque, avant 2014, la durée moyenne d'une réponse était de 4 à 6 mois. Aujourd'hui, la durée va jusqu'à 3 ans. Comment voulez-vous qu'un chef d'entreprise ne renonce pas à un projet quand il dépend de 3 ans de délai? Lui, ils sont banquiers, bien sûr. Donc, une petite aération qui s'appelle un jingle. Merci beaucoup. Vraiment une aération. Mais vraiment, vous allez voir que c'est une aération. Christian va nous traiter des 4 accords Toltec. Les 4 accords Toltec, c'est un livre de Don Miguel Ruiz qui est devenu culte. Il s'agit de 4 règles de vie pour apprendre à mieux se connaître et à mieux s'aimer. Christian. Merci beaucoup. Alors, Toltec, ça vient d'où? Ça vient du Mexique. Yes. C'est la civilisation des Nahua, le peuple Nahua du Mexique. Et Toltec signifie maître bâtisseur. On est bien là. Et alors, donc les Toltecs ont été les premiers qui ont imprégné la culture artistique du Mexique. La sagesse Toltec, c'est être en harmonie avec soi-même et avec les autres. Alors, qui dit Toltec dit sagesse, dit maîtrise, dit vertu, dit humilité, dit discernement, enfin tout ce qui était nécessaire à l'équilibre et à une évolution de l'homme, de l'être humain. Alors, très rapidement dans le détail, au départ, il y a eu 4 accords Toltec. Alors, je rappelle que c'est un livre qu'on peut trouver en librairie, vous pouvez chercher sur YouTube également. Don Miguel Ruiz. Absolument, Don Miguel Ruiz.
4 accoltothèques. La première me fait penser à Gérard, puisque c'est que votre parole soit impeccable. Évangile selon Saint Jean. Au commencement était le Verbe. Pas que Gérard. Hein. Et le Verbe était Dieu. Non, c'est important. Non, il faut avoir le temps de se poser sur ces questions. La parole, c'est la parole qui unit les hommes. La parole permet la communication. La parole est essentielle dans la vie. Mais la parole peut détruire. Absolument. La parole peut mépriser. Il y a des éléments négatifs de la parole. Donc, si vous voulez, c'est vraiment que ta parole soit impeccable. C'est-à-dire que ce que tu dises soit au service de la construction de l'harmonie humaine, si je puis dire. Il y a beaucoup de choses à dire, mais enfin, lisez les livres, vous allez voir. Deuxième accord. N'en faites pas une affaire personnelle. Pas prendre pour corps, pas prendre pour l'adversité, l'humilité, c'est important. L'ego. Voilà, l'ego. N'en fais pas une affaire personnelle, parce que quand tu fais une affaire personnelle, tu construis des éléments négatifs. Ton orgueil prend, tu l'as dit, l'ego. Troisième élément, ne faites pas de suppositions. Et vous savez qu'en général, quand on fait des suppositions, on est négatif. Ah, madame t'a été, puis moi, mais qui a gardé boucle là. En fait, tu vois, je veux dire, il y a beaucoup de situations. On fait des suppositions. On dirait un vécu. On dirait un vécu. Il dit qu'à faire bien, puis moi, il dit un petit parole là, tu vois. Donc voilà, l'interprétation, ne faites pas de suppositions. Après, c'est positif, faites toujours de votre mieux. Voilà. Construisons quelque chose de... Voilà, ne soyez pas tout le temps dans un état d'esprit négatif, faites toujours de votre mieux. Et puis, la 5e accord Toltec, qui a fait l'objet de notre livre, c'est le doute. Vous savez, souvent j'entends dire, les gens, ma conviction est que... Ouais. Parfois, je trouve ça un peu dogmatique. Ouais. Parce qu'il y a toujours une place pour le complémentaire. On dit que les contraires sont complémentaires. Hein? Voilà. Donc, il y a toujours une place pour le doute. Il faut toujours qu'on se remette en question. Voilà. Donc, je pense avoir dit l'essentiel, mais les accords Toltec, c'est quelque chose, à mon avis, qui doit... Il faut les faire. Absolument. Il faut lire le livre et il peut effectivement intégrer ça comme règle de vie. Je vous fais une proposition, c'est que dorénavant, que nous appliquions tous les accords Toltec. Oui, mais c'est un livre que j'ai lu et qui m'a beaucoup inspiré. Tout à fait, oui. Dans le quotidien. Dans le quotidien, oui. Jingle, jingle. Alors, on parle tous les jours et tout le temps de Frantz Fanon, d'Aimé Césaire, de Damas et puis de Glissant. Alors tout le monde glissant, tout le monde, sans avoir de véritable notion. On mélange tout d'ailleurs. Posez la question au brevet des écoles, voir ce que ça va donner. Madame Marceline va vous éclairer, vous tous, dont le niveau est supérieur à celui du brevet des écoles. Je t'en prie. Oui, alors parler de Glissant, on retient déjà, quand on parle de Glissant, on va soit retenir le discours, ou bien on va se dire la notion même de tout le monde, ou bien la notion de créolisation. Et c'est vrai que lorsqu'on regarde l'œuvre de Glissant, qui est immense, Glissant, il a fait du théâtre, de la poésie, des essais, des ouvrages, mais il a, c'est vrai, donné cette notion sur la créolisation du monde. Et il dit qu'à partir de notre expérience, nous ne sommes pas un peuple qui est avec une racine unique, mais il emploie l'expression de rhizome. Ça veut dire que nous avons plusieurs sources qui nous ont construits, et le monde est à cette image-là, donc par conséquent, la créolisation, c'est un élément important. Et il y a 2 phrases qui sont importantes, où il dit « Agis dans ton lieu, pense avec le monde ouais. ». Et il dit aussi tu peux changer en échangeant sans te perdre ni te dénaturer. Et donc ça, c'est pour pouvoir indiquer comment on peut échanger et écouter l'autre. Mais je voudrais aussi rappeler ce qu'on rappelle moins souvent s'agissant de Glissant, à savoir que Glissant, il a mis en action ce qu'il pensait. C'est un intellectuel. Alors c'est un intellectuel qui a été militant. Il faut rappeler quand même que De Gaulle, il a été expulsé de Guadeloupe, assigné à résidence pendant 4 ans avec interdiction de revenir en Martinique. Il revient en Martinique, il enseigne 2 ans au lycée de Bellevue et il décide de créer l'IME, l'Institut martiniquais d'études, parce que pour lui, il faut rappeler qu'à l'époque, il y a 2 lycées seulement. Et il voit que le nombre de jeunes martiniquais qui sont sur le carreau, qui sont laissés pour compte, et donc il décide de créer
avec Jean-Marc Pulvar, cet institut. Et il en fait, Marc Pulvar, oui. et il en fait un lieu de culture. C'est pas seulement un lieu d'enseignants, il en fait un lieu de culture. C'est-à-dire qu'il y aura un ciné-club, c'est-à-dire qu'il y aura du théâtre, il y aura du cinéma, qu'il y aura une revue que je montre, qui est la revue Acoma, dans laquelle il y aura plusieurs personnes, il y aura des expositions, il y aura un labo photo et il y aura un festival qui va se créer. Et donc, c'est important pour l'importance culturelle de ce que Édouard Glissant va créer. Ensuite, il va partir au courrier de l'UNESCO, il va être directeur. Ensuite, il va partir à Baton Rouge, en Louisiane, où il sera professeur, puis à New York. Et puis, il va créer l'Institut du Tout-Monde. l'Institut du Tout-Monde, non. Non, mais tu m'as dit qu'il est parti créer... Il a été professeur à Baton Rouge, en Louisiane. Et après, il aura été professeur aussi à l'Université de New York. Et il va créer l'Institut du Tout-Monde. L'Institut du Tout-Monde qui permet justement d'ouvrir par des créations, par des œuvres et des conférences, et qui, à son décès, continue toujours, qui est dirigé par son épouse Sylvie. Moi, je crois que on dit quelquefois que Glissant est difficile, mais je veux dire, tout n'est pas facile à lire comme un roman à l'eau de rose ou un roman policier. Il faut qu'on ait des œuvres, et heureusement que nous avons des penseurs qui soient martiniquais. Ils ne sont pas tous extérieurs, et on peut prendre le temps de lire Édouard Glissant parce que ça nous permet d'avoir cette connaissance de nous-mêmes et cette ouverture au monde. Il y a les deux points. Je me souviens qu'il y a, au moment de la sortie de son concept de la créolisation, sur le Tout-Monde. Le Tout-Monde. Que j'avais entendu une émission sur Arte ou sur France Culture où un artiste tchèque ou yougoslave, dans un français approximatif, expliquait « Je suis créole ». Il devait être 2h du matin, on a des insomnies, donc on écoute la radio, somnolent un petit peu. Qu'est-ce qu'il raconte, ce type-là? Il expliquait. Donc j'ai mieux compris Glissant par un français approximatif venant de la Tchécoslovaquie, de la Yougoslavie, et ce qu'était le Tout-Monde. Et ça a été pour moi un temps de bouffer, et là en pleine nuit, ça m'est arrivé, j'ai écouté le reste, et puis j'ai lu Glissant du coup, et ma participation à l'œuvre créole, à la créolité, a été ouverte, quoi. C'est pas seulement manger créole, c'est pas seulement danser et chanter créole, encore qu'avec Big in Jazz, Christian, on a bien affirmé notre créolité. Ça a été également que c'est quelque chose qui s'ouvre sur le monde entier, qui va jusqu'à la Louisiane, qui va jusqu'en Tchécoslovaquie, et puis jusqu'à entendre M. Mélenchon récemment défendre la créolité. Bon, j'aimerais qu'il y ait d'autres propagandistes que lui, que Mélenchon, pour que le concept marcherait beaucoup mieux. 58 prix Théophas Renaudot pour La Lézarde. Oui, le premier, il a 30 ans. Hein. Ouais, il a 30 ans quand il a le prix Renaudot. Prix Charles Veillon, meilleur roman de langue française, etc., etc. En tous les cas, nous sommes fiers de nos grands hommes. Et je suis surpris qu'un pays, ça va être méchant ce que je vais dire, préparez-vous, un pays qui a fourni des hommes comme Damas et la Guyane, mais comme Césaire, comme lui, comme Fanon, Ménil, et parfois dans les raisonnements et dans le comportement, autant de médiocrité. Oui, jingle. Jingle. Bon, on va s'élever sans être sophistiqué, sans être pédant avec Christian sur la musique, avec un artiste extraordinaire qui s'appelle Hervé Selgal. Alors, je reste dans la lignée de ce que tu viens de dire. Un pays qui a fourni autant de pianistes. Pianistes. Hervé Selgal, Jimmy Felvia, Mayo Boa, Mario Canonge, Thierry Vaton, Georges Granville, Joël Jean-Alexis, Ronald Tulle, Jean-Claude Nemo, et j'en passe. Tu n'as pas dit Maurice Cultier. J'ai même pas dit Maurice Cultier, j'ai même pas dit Polo Rossi. Donc voilà, c'est vrai que nous sommes... Il faut s'y attarder. Il n'y a plus que les vivants. Et on a... Non, mais j'ai pas fait une liste exhaustive, hein, mais vous voyez, c'est-à-dire que... Bon, voilà. Et on peut considérer, bien évidemment, que Marius Cultier, Polo Rossi, ils ont passé le témoin. Jean-Marie également. Alors, aujourd'hui, on parle d'Hervé Selgal. Alors, j'ai envie de dire talentueux, inventif, enraciné, moderne, surprenant. Allons écouter le premier morceau. Ça s'appelle Bel Air for piano. Bel Air for piano.
festival Big in Jazz, il y a beaucoup de jeunes qui se sont intégrés dans l'expression, c'est-à-dire cette nécessité de marier nos traditions rythmiques à un langage d'improvisation, d'universalité et du jazz. Voilà. Et ça continue. Donc, il fait partie, bien évidemment, de cette génération qui, effectivement, est basée sur ces rythmes ancestraux et cette musique contemporaine. Il nous a séduit par son premier album. Il en a fait 2. Il a fait un album qui s'appelle Colombo et le premier s'appelle Bel Air for Piano. Et effectivement, quand on a fait Bel Air for Piano, nous l'avons invité à Big in Jazz parce qu'il était véritablement dans notre concept. Absolument. On écoute un deuxième titre. D'accord. Hervé Salcal est né en 1975. Il a commencé le piano à l'âge de 7 ans. Et il a fait beaucoup de piano classique, il a fait beaucoup de piano aussi sur la base du jazz, bien évidemment. Comme je le disais, il était très inspiré par les pianistes qui l'ont précédé, donc Alain Jean-Marie et tout ça. Il est installé à Paris en 1990, il a un studio. Il est arrangeur, il a travaillé avec Dédé Saint-Prix, il a fait des harmonisations pour l'album d'Admiralty. Ouais. Et son premier album, il a sorti en 2013. Il est influencé par Chopin, par Keith Jarrett, par Maurice Cultier. Donc il est quand même à bonne école, quoi. Éclectique. Éclectique. On va écouter un nouveau titre de lui. De musique aussi dans le 17e à Paris. Et lors d'un récital, alors qu'il y avait des titres imposés, il a proposé précisément de jouer une œuvre antillaise. Et il est sorti major, quoi. Ouais. C'est son œuvre qui a été la plus remarquée. Dès ce moment-là, il s'est lancé. Il a été remarqué par le directeur qui avait une école Bill Evans. Donc c'est pour te dire également. Le jazz, absolument. Il a publié un recueil de partitions et puis il a publié un dernier album en 2015 qui s'appelle Colombo, dont je vous propose d'écouter un extrait.
Bon, Premier lieu. c'est bien. Alors, il a été, vous l'avez remarqué, influencé par Chopin. Oui. Et ce titre-là, il s'appelle Anti-Chopin, Ah, d'accord. qui figure sur son album Colombo. Voilà. Alors, Hervé Selcal, allez sur YouTube, découvrez ce pianiste, il fait partie de notre patrimoine, il emmène notre musique au monde. Voilà, donc découvrez-le et soutenez ces artistes contemporains dont nous avons bien besoin. Absolument. Une question à notre juriste patenté. Est-ce que ça existe, la notion de cousinage par alliance? Est-ce que je veux dire, tu es mon cousin par alliance? Ça n'existe pas. Ça n'a pas de sens. C'est une question à creuser, peut-être. Ouais. Non, spontanément là, non, non, ça ne me dit rien, mais pourquoi pas, Parce qu'Hervé Selcal est mon cousin par alliance, parce que c'est le cousin de mon épouse. Madame dans les Cotteurs, c'est Selcal, l'origine Selcal. Je vous fais un remercie clin d'œil. pour votre présence, votre assistance, vos compliments, votre soutien. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec la même équipe, parce que j'ai obtenu que M. Marajo soit là, avec nous encore pour la prochaine édition. À bientôt. Au revoir.